Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Soudan, le cessez-le-feu est officiellement prolongé de 72 heures, mais sur place, les combats se poursuivent entre les troupes d'Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, dont les affrontements ont fait depuis le 15 avril au moins 500 morts et des milliers de blessés. Renforcement de la coopération ivoiro-gambienne. Plusieurs accords ont été conclus au terme de la première visite officielle en Côte d'Ivoire du président gambien Adama Barrow. Puis la 37e édition du Marathon des Sables, remportée ce vendredi 28 avril par le Marocain Mohamed El Morabiti chez les hommes et par la Française Marilyn Nakache chez les femmes. Une prolongation de la trêve suivie de peu d'effets sur le terrain. Malgré le cessez-le-feu prolongé ce vendredi pour 72 heures au Soudan, l'armée et les forces de soutien rapide poursuivent les combats dans la capitale Khartoum, mais aussi au Darfour. Des violences qui se poursuivent après 2 semaines d'affrontements qui opposent l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan au très redouté paramilitaire des FSR du général Mohamed Hamdan Daglo. Les Nations Unies saluent néanmoins la volonté des deux parties de s'engager dans des pourparlers pour une cessation plus durable des hostilités. Écoutez Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Dans une déclaration conjointe publiée aujourd'hui, les membres du mécanisme trilatéral qui rassemble l'Union africaine, l'autorité intergouvernementale sur le développement, autrement connue sous le nom d'IGAD, et les Nations Unies, ainsi que les pays quadriques, qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, ont salué l'annonce par les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide de prolonger le cessez-le-feu actuel pendant 72 heures supplémentaires, et ils ont appelé à sa mise en œuvre complète. Ils ont également salué leur volonté de s'engager dans le dialogue pour établir une cessation plus durable des hostilités et assurer un accès humanitaire sans entrave. L'Organisation mondiale de la santé a des stocks de médicaments essentiels et une banque de sang qui attendent d'être livrés une fois les accès sécurisés. Une cargaison supplémentaire de fournitures médicales arrive dans le port Soudan. Les partenaires continuent de soutenir les opérations de 65 établissements de santé dans 5 États du Soudan en fournissant un soutien en personnel et en matériel. Dissolution en Guinée de la bataillon de la sécurité présidentielle. Le colonel Mamadi Doumbouya, le chef de la junte au pouvoir, a pris un décret le 27 avril visant à mettre fin au bataillon autonome de la sécurité présidentielle créé au milieu des années 1980, une unité composée de bérets rouges. La présidence aurait chargé le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées de prendre des mesures nécessaires. Pour l'heure, le président de transition Mamadi Doumbouya n'a avancé aucune raison pour justifier cette dissolution dans ce pays qui a connu plusieurs coups d'État militaires depuis son indépendance. La Côte d'Ivoire et la Gambie signent 3 accords de coopération. Plusieurs secteurs sont concernés, dont celui de l'aérien ou encore celui de l'énergie. Ces accords ont été conclus lors de la visite cette semaine en Côte d'Ivoire du chef de l'État gambien Adama Barrow, qui, avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, ont réaffirmé leur souhait de donner un nouvel élan à leur partenariat. Séverin Douqueux. La Côte d'Ivoire et la Gambie ont signé le 27 avril 2023 à Abidjan 3 accords de coopération. Des accords qui portent notamment sur les domaines aériens, énergétiques, mais aussi un accord qui définit le cadre général de coopération entre les parties en vue de renforcer leurs relations bilatérales pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Le sens de bonnes relations qui ont su être développées ici vont contribuer dans un sens beaucoup plus large à renforcer nos coopérations au niveau de la sous-région pour le bien-être, encore une fois, de nos populations. La signature de ces accords intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les 2 États. En visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire, le président gambien Adama Barrow s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une première dans l'histoire pour un président gambien en exercice. Pour le président Ouattara, il est nécessaire de travailler au raffermissement et à la diversification de leurs relations, mais davantage d'œuvrer à l'établissement d'un environnement démocratique pour une sous-région plus stable.
Et nous sommes convenus de souligner que la démocratie est la meilleure voie pour le développement. L'excellence de ces relations d'amitié et cette confiance en la démocratie dans nos deux pays ne fera que renforcer le développement et l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest. Le rapprochement entre les deux États est de bon augure pour les économies de la sous-région CEDEAO. La Gambie préside notamment la commission de l'institution sous-régionale. Mahamadou Issoufou a reçu officiellement ce vendredi à Nairobi au Kenya le prix Mo Ibrahim 2021. L'ancien président du Niger est récompensé pour son action en faveur de la croissance économique lorsqu'il était à la tête du Niger entre 2011 et 2021. Une récompense également pour son engagement en faveur de la transition démocratique. Le Niger, qui en 2021 a pour la première fois de son histoire désigné démocratiquement un successeur au président Mahamadou Issoufou, qui a respecté la limite des 2 mandats. Pour rappel, le prix Mo Ibrahim vise à promouvoir la bonne gouvernance. Nous voulons faire du profit, scandent depuis quelques jours les producteurs ghanéens de soja. Ces derniers réclament la levée de l'interdiction d'exportation de la denrée décidée début avril. La mesure visait à améliorer la disponibilité de la matière première sur le marché local, mais au final, elle se solde par des pertes considérables pour les producteurs. Explication, Séverin Douqueux. Les producteurs de soja de la région du nord du Ghana ont appelé le gouvernement à lever l'interdiction d'exporter du soja. L'interdiction d'exportation a pour conséquence de paralyser l'industrie de production de la légumineuse, mais aussi de générer d'énormes pertes avec les récoltes qui s'avarient selon ces agriculteurs. Face à la presse le 26 avril 2023, l'Organisation des producteurs de soja a décrié cette politique gouvernementale et appelé à libéraliser le commerce du soja. Nous demandons au gouvernement d'autoriser, avec effet immédiat, les agriculteurs et les agrégateurs ghanéens à commercialiser le soja sans restriction. L'agriculture ne se pratique plus seulement pour les cultures, mais pour le business. Nous sommes donc dans les affaires pour faire des profits, pas pour perdre. Le ministère du Commerce et de l'Industrie du Ghana a annoncé le 8 avril 2022 des restrictions sur l'exportation de maïs et de soja vers 8 pays dont les États-Unis, le Niger, la RDC, l'Italie, le Canada, le Royaume-Uni, le Qatar et la Sierra Leone afin d'assurer une production suffisante d'aliments pour l'industrie avicole locale. Le tourteau de soja, essentiel à l'industrie avicole, représente 34% des coûts de production. Les producteurs disent abandonner la production si l'interdiction d'exporter n'était pas levée. L'économie s'accroît à travers les exportations massives et de moindres importations. Mais cette politique gouvernementale pour moins d'exportations et plus d'importations ne mènera le Ghana nulle part. Si le gouvernement ignore notre appel d'ici le 15 mai 2023, nous allons simplement arrêter la production de soja pour la saison 2022-2023. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'une information à l'intention du public. La demande en soja va grandissant dans la région ouest-africaine. Le Ghana a d'ailleurs profité de sa capacité de production pour stimuler son économie à travers un plan quinquennal dans la production de la légumineuse. Le dit plan, estimé à environ 108 milliards de dollars, va permettre de tripler à 50 000 tonnes l'offre locale de semences certifiées de soja contre un niveau actuel de 17 500 tonnes. Le Fonds monétaire international approuve un accord de plus de 191 millions de dollars en faveur de la Centrafrique. Un accord au titre de la facilité élargie de crédit. Le programme soutenu aidera à répondre aux besoins prolongés de la Centrafrique en matière de balance des paiements, à soutenir les dépenses prioritaires pour les services publics de base dans le domaine de la santé, de l'éducation et à fournir un cadre politique pour faire avancer les réformes clés, précise le FMI. En échange, le gouvernement centrafricain s'est notamment engagé à améliorer la mobilisation des recettes intérieures, à renforcer la gouvernance et la transparence fiscale.
Médicaments, infrastructures, formation, le Burkina Faso se dit résolument engagé dans le renforcement de son offre de soins de santé. Le ministre de tutelle annonce la construction de nouveaux centres, la mise en place d'un dispositif de suivi des chantiers ainsi que le recrutement de 15 000 agents de santé communautaires. Paul-Marcel Mayagui. Afin d'améliorer l'offre en matière de soins de santé, le gouvernement burkinabé a lancé en 2015 une opération de renforcement de sa carte sanitaire. Ceci avec la construction de bâtiments destinés à des formations sanitaires de dernière génération. Il s'agit notamment du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso et du centre de radiothérapie de la capitale. Plusieurs chantiers de construction d'hôpitaux de district sont également en cours dans plusieurs villes du pays. Peu satisfait de l'avancement global des différents chantiers, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jean-Claude Kargougou, a annoncé la mise en place d'un dispositif rigoureux de suivi des chantiers afin que les délais d'achèvement prévus entre décembre 2023 et 2025 soient respectés. L'état d'avancement des travaux n'est pas satisfaisant, il faut le dire. Mais nous avons insisté pour dire qu'il faut que le partenaire puisse faire comme l'État burkinabé qui a respecté ses engagements jusque-là. Et donc il était extrêmement important qu'un nouveau planning des travaux nous soit transmis dès la semaine prochaine. Pour renforcer l'offre de soins de santé et garantir l'équité des soins sur l'ensemble du territoire burkinabé, le gouvernement annonce le recrutement de 15 000 agents de santé à base communautaire. Nous nous sommes rendus compte que dans les zones urbaines et périurbaines des grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, nous avons encore des gaps en matière d'accès aux services de santé, d'hygiène et de nutrition de qualité. Nous nous sommes rendus compte aussi que dans les zones à fort défi sécuritaire, avec la concentration des personnes déplacées internes, l'accès aux services essentiels de santé, d'hygiène et de nutrition se pose avec beaucoup d'acuité. C'est pour cela que le ministère de la Santé, dans sa réflexion, avec l'ensemble des parties prenantes, a estimé qu'il était extrêmement important de procéder à un recrutement massif de 15 000 agents de santé à base communautaire dans ces zones. Au Burkina Faso, le nombre d'infrastructures sanitaires publiques est passé de 1887 en 2011 à 2060 en 2015 selon les données du ministère burkinabé de la Santé. Toutefois, d'énormes disparités en matière de couverture sanitaire persistent entre les zones urbaines et rurales. La construction de ces nouvelles infrastructures sanitaires devra améliorer la capacité de prise en charge avec 700 lits supplémentaires et un plateau technique aux standards internationaux. C'est l'une des courses les plus difficiles au monde. Il s'agit du Marathon des Sables. 250 km à parcourir. Une semaine en autosuffisance totale dans le cadre de ce marathon qui s'est élancé depuis le 21 avril en plein cœur du désert marocain. Marathon qui arrive prochainement à son terme. Une édition qui s'est conclue par la victoire de la Française Marilyn Nakache et du Marocain Mohamed El Morabiti. José Douglas. C'est ce lundi 1er mai 2023 que la 37e édition du Marathon des Sables arrive à son terme. Chez les hommes, Mohamed El Morabiti, Aziz Yachou et Mathieu Blanchard forment le tout dernier podium provisoire et Rachid El Morabiti a écopé d'une pénalité. Côté féminin, ce sont donc la Marocaine Aziza El Hamrani et la Française Marilyn Nakache qui ont dominé la plus longue étape de ce marathon. Elles ont pris l'étape à leur compte et c'est la Marocaine qui s'est imposée en fin de parcours avec moins de 6 minutes d'avance. Aucun Européen ne battra les Marocains. Impossible. Déjà, c'est sûr qu'au niveau team, au niveau organisation, au niveau stratégie de course, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi poussé et aussi fort. On ne voit jamais ça dans un trail européen ou américain, une type de stratégie où
on arrive à plusieurs. C'est vraiment, vraiment fort et intelligent ce qu'ils font. Environ 500 participants ont franchi la ligne d'arrivée de la plus longue étape mythique. Le Marathon des Sables se déroule en autosuffisance alimentaire sur une durée de 7 jours. Un point sur le classement général femmes. Première, Marilyn Nakache. Deuxième, Aziza El Amrani. Troisième, Tomomi Biot. Quatrième, Victoria Doukan. Cinquième, Corinna Sommer. Au classement général chez les hommes, des contrôles ont été effectués parmi l'élite et ont malheureusement donné des résultats positifs. Rachid El Morabiti et Aziz El Akkad écopent chacun de 3 heures de pénalité, ce qui a modifié le classement général. Mohamed El Morabiti est leader devant Aziz Yachou avec 3 minutes 17 d'avance. Mathieu Blanchard, le Français, complète le podium provisoire avec 1h40 derrière Aziz El Akkad. Les Marocains dominent de la tête et des jambes cette compétition. Je les ai observés longtemps, j'écoutais leur respiration, je suis très à l'écoute de ça. Pas une goutte de transpiration dans le cou. Lorsqu'ils arrivent au ravitaillement, ils prennent une seule bouteille pendant que nous on en prend 2. Ils arrivent au ravitaillement suivant, il leur reste de l'eau dans la bouteille, nous ça fait déjà 3 km qu'on n'a plus d'eau. Lorsqu'ils naviguent dans les dunes, toujours ils tapent sur le sable dur, nous on s'enfonce. Rappelons que toute assistance extérieure est interdite et soumise à pénalité sur ce marathon des sables au Maroc. Des contrôles de sacs sont régulièrement effectués afin de vérifier si des vivres n'ont pas été fournis aux compétiteurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.